Le monde se tourne alors vers Ike. C'est à lui seul de décider. I thought it was just the best of bad bargains, so I possibly sat silently just reviewing these things, maybe, I'd say 35 or 45 seconds. Now it's been reported by some of the people present. For example, my own chief staff says that's 5 minutes. Well, I know that one, but 5 minutes under such conditions sounds like a year. Actually, I'd think after 30, 45 seconds, something like that, I just got up and said, okay, we'll go, and this room was emptied in 2 seconds. Sur 35 km de front, la plus formidable armada de tous les temps vogue vers la France, refaisant à l'envers le trajet de Guillaume le Conquérant 9 siècles plus tard. 5000 bateaux, protégés par 700 navires de guerre, survolés par 13 000 avions et transportant 140 000 hommes de troupes. Au milieu de la Manche, la tempête n'est pas encore apaisée, pourvu que la météo ne se soit pas trompée. On peut enfin décacheter les ordres de marche. Non, ce n'est pas le Pas-de-Calais, c'est la Normandie. Pendant ce temps, sur les aéroports d'Angleterre, 20 000 parachutistes s'apprêtent pour le grand saut. 2 divisions américaines, la 101e Général Maxwell Taylor, la 82e Généraux Ridgway et Gavin, et une division britannique, la 6e Général Gale. Pour tromper l'attente, Eisenhower vient souhaiter bonne chance à la 101e. Il a la gorge serrée. On lui a prédit 80% de pertes. Ils n'ont jamais vu le feu de près. Ils croient encore, pour quelques heures seulement, qu'ils vont jouer aux Indiens. Les pilotes ont le trac, bien plus encore que les paras. Beaucoup d'entre eux ont à peine quelques dizaines d'heures de vol. On leur a dit, vous n'aurez qu'à suivre l'avion qui est devant vous. Ne vous occupez pas du reste. Cotentin, le vent a dévié les avions de leur route. Les pilotes cherchent leur drop zone et les signaux des éclaireurs. Go, 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 hurlent les sergents et tout le monde saute, un peu au hasard, éparpillé sur 40 km. On tombe où on peut, dans les arbres, dans les jardins potagers, dans les marais, où l'on se noie. Au matin, un régiment de la 82e a réussi à se regrouper et à prendre son objectif, Sainte-Mère-Église. Une trentaine de paras sont tombés ici, sur la petite place du village à minuit, en plein milieu des Allemands. L'un d'entre eux est resté accroché toute la nuit au clocher de l'église. Leur chef, le général Gavin, a sauté avec eux. À l'époque, il avait 34 ans. 20 ans plus tard, il était ambassadeur des États-Unis en France. Aujourd'hui, il évoque le souvenir de cette nuit du 5 au 6. Comment ça s'est passé? Très difficile, je pense. Et j'ai combattu avec un fusil comme les autres soldats. Le combat ici était très difficile. Et après plusieurs jours, nous avons auprès de 50%, plus de 50% perte. Vous pensiez tenir de toute manière? Absolument. Nous avons arrivé ici pour défendre Sainte-Mère-Église et notre intention était rester ici. Mais Sainte-Mère-Église était pour moi la plus importante ville dans tout le monde cette nuit.
pour la 22e division aéroportée américaine, nous devions libérer Sainte-Mère-Église parce que nous devions contenir les Allemands et protéger le flanc de le débarquement. Et Sainte-Mère-Église était très important pour tout le débarquement cette nuit. Voici l'objectif du débarquement. La région comprise entre la vallée de la Vire et la vallée de l'Orne. La sécurité avait été assurée par 2 lâchers de parachutistes. Un autour de Sainte-Mère-Église, 2 divisions américaines, l'autre à l'est de Caen, une division parachutiste britannique. Et le débarquement allait se dérouler sur 5 plages, baptisées de noms de code. Sword, devant Ouistreham, une plage britannique. Juno, devant Courseulles, une plage canadienne. Gold, devant Arromanches, une autre plage britannique. Et 2 plages américaines, Omaha Beach, à côté de Vierville, et Utah Beach, devant Sainte-Marie-du-Mont. Au total, 9 divisions alliées, soit environ 200 000 hommes. En face d'elles, 9 divisions allemandes, soit à peu près le même effectif. Les Alliés n'avaient donc pas la supériorité terrestre, et ils ne pouvaient gagner que s'ils disposaient d'une absolue supériorité aérienne. Quand les péniches de débarquement approchent des plages, les avions pilonnent la côte depuis l'aube. C'est le moment. Plus le temps de penser à la peur qui vous tient aux tripes. Plus le temps de penser à sa mère ou à sa fiancée. Plus le temps de penser au mal de mer. Plus le temps de penser à rien. Pourtant, à Utah Beach, tout se passe bien. La première vague d'assaut est conduite par le général Teddy Roosevelt, 57 ans, cousin du président. Noblesse oblige. L'aviation a écrasé le mur de l'Atlantique. Quelques territoriaux allemands assommés par le bombardement se rendent sans vraiment combattre. Et on s'enfonce immédiatement à l'intérieur des terres pour aller faire la jonction avec les parachutistes à Sainte-Mère-Église. Les Normands et Berluet n'en croient pas leurs yeux, tandis que les enfants regardent passer ces martiens tombés du ciel, comme Mademoiselle Onfroy. Bien, nous avons regardé d'abord ces hommes avec stupéfaction. Mais il y a un détail que j'aimerais peut-être rappeler, c'était mon père qui jubilait, enfin qui a eu ce plaisir aussi, et qui a dit, mon Dieu, ces garçons doivent être terriblement fatigués. Et il est allé chercher une bouteille de Calvados, du vieux Calvados. Et il était là avec sa bouteille et puis un petit verre, et les hommes qui voulaient en prendre un verre, il leur offrait en passant. Pour le moment, c'est une véritable promenade militaire. Mais où sont donc les Allemands? Ils sont là, tapis en embuscade. Un bataillon du 6e régiment de chasseurs parachutistes du colonel von der Heydte attend les Américains sur la route de 40 ans.
Les premiers prisonniers américains le confirment. Oui, c'est bien le débarquement. Et ils pensent en eux-mêmes, vous allez voir ce qui vous attend. Le général Meindl, qui commande le 2e corps de parachutistes allemands, vient féliciter le colonel von der Heydte à son PC près de 40 ans. Le colonel von der Heydte est devenu général. Mais dans cette maison, rien n'a changé, sauf la toile cirée sur la table. C'est ici que je trouvais mon poste-commandement le 6 juin 1944. Vers 11 heures, mon officier de renseignement m'a rapporté que le radar allemand a observé un rassemblement d'avions, des avions britanniques, des avions ennemis, qui ne pouvait s'expliquer que par un rassemblement d'avions de transport. C'est pourquoi j'ai alerté mon régiment. Et le grand matin, j'ai entendu une canonnade direction des 40 ans. C'est pourquoi j'ai donné l'ordre à mon régiment de marcher au canon, direction de 40 ans. Et je me suis rendu moi-même jusqu'à Sainte-Marie-du-Mont, où j'ai pris mon poste-commandement à la mairie pour monter au clocher. J'ai monté au clocher et la vue que s'est offert à moi était impressionnante. C'était toute la flotte américaine qui était rassemblée. Sur la plage d'Omaha, c'est l'enfer. L'aviation alliée a raté ses objectifs. Les défenses allemandes sont intactes. Les tanks amphibies ont été mis à la mer trop tôt. Ils coulent l'un après l'autre. La première vague d'assaut est clouée au sol, mais il en arrive toujours d'autres, une deuxième, une troisième, une quatrième. La marée monte. Des milliers d'hommes s'entassent entre la mer et la falaise. Alors le général Cotta se lève et entraîne une poignée d'hommes à l'assaut des blockhaus. Le débarquement d'Omaha est réussi, mais à quel prix? 2000 morts, blessés ou disparus. Les Américains ont baptisé cette plage Omaha la sanglante. Un des 36 000 hommes qui ont débarqué ici le 6 juin s'appelait Bill Payev, un GI comme les autres. Je me souviens que c'était un jour à peu près comme aujourd'hui. Point de vue de temps, c'était gris, froid.